Donc avant toute chose, j'aimerais dire que quand Henri m'a proposé de faire cette interview, j'ai accepté avec grand plaisir. Donc, dans cette librairie que je connais bien, pour y avoir travaillé un été. Que non seulement c'est mon grand-père qui l'a écrit, et grâce à ça, j'ai pu redécouvrir une grande partie de mon histoire familiale, mais également j'ai vraiment été emballé par le récit, par sa diversité et par son intensité. Mais la première question qu'on peut s'empêcher de se poser en lisant ton livre, c'est quelle est la part de vécu et quelle est la part de fiction? Oh là là, c'est la question inévitable, cela est forcément tout à fait fondée. Bah, d'abord, j'ai envie de répondre par originalité, qui est, bon, bah, dans tout roman, il y a une part d'autobiographie, parce qu'on ne parle que de choses qu'on connaît, de choses qu'on aime, de choses par lesquelles on a été interpellé, par lesquelles on a été intéressé. Mais au-delà de ça, bon, bah, je vais jouer carte sur table. Bon, j'ai été un enfant caché, pas loin d'ici, à Saint-Jean-Stenaude, dans l'arrière-boutique d'une blanchisserie qui existe toujours. C'est plus la même tenancière, forcément. Au numéro 8, rue Saxe-Cobourg. De temps en temps, il m'arrive de passer à la place Saint-Jean avec quand même une certaine émotion. Donc, ça, c'est une réalité que je ne peux pas nier. Il y a un autre qui, bon, par la force des choses, est un peu public, c'est ma passion du cinéma. Et donc, j'avais envie aussi de parler du cinéma, mais sans publier une étude savante de plus, une monographie sur le cinéma, que c'est encore une histoire du cinéma. Il y en a de si bonnes, plus près. Donc, j'avais une envie aussi de parler de cinéma, mais pas d'une manière scientifique, historique, etc. Et donc d'essayer de faire passer à travers ma fiction un peu le plaisir, les émotions, l'information, que sais-je encore, que peut apporter le cinéma. Je dis accessoirement d'ailleurs que, bon, je parle peut-être de films là-dedans que certains d'entre vous n'ont pas vu, mais c'est peu important parce que, encore une fois, c'est pas un livre sur le cinéma, et ce qui est important là-dedans, c'est le cinéma dedans, c'est en quelque sorte l'outil d'une passion. C'est un moyen pour quelqu'un de transfigurer sa vie. Ça aurait pu être le théâtre, ça aurait pu être la cuisine, ça aurait pu être, que sais-je, d'autres encore. À travers ton roman, tu nous fais voyager aux quatre coins du globe, de Buenos-Aires à New York, en passant par Shanghai, Cannes, Vienne ou encore Toronto. Mais ce qui est marquant dans ton livre, c'est qu'en lisant ce passage, on a vraiment l'impression d'y être. Mais je sais que tu as beaucoup dû voyager pour en arriver à ce résultat. Bah, forcément, c'est un peu le fruit. Bon, j'ai eu la chance, grâce à mon métier, de pouvoir voyager pas mal, de découvrir pas mal de pays, mais aussi j'ai eu la possibilité, et j'ai eu la volonté, par rapport à ce roman, de faire du repérage. Parce que j'ai l'impression que plus on est dans la fiction, plus on est dans l'invention, plus on est dans l'imaginaire, plus il faut être précis dans le décor, dans les détails pour être crédible. Et donc, en effet, je connaissais New York, mais j'ai fait du repérage à New York dans un but très précis, au fond, de retrouver ces lieux magiques que l'on connaît par le cinéma, ces lieux magiques qui ont fait de New York la ville du cinéma. Donc de retrouver certains des lieux où ont été tournés des films que nous avons certainement tous aimés. J'ai voulu voir certains quartiers de New York que je connaissais mal pour précisément donner plus de vérité à la vie de mes personnages. Et à leur tour, ces décors m'ont suggéré des rebondissements, des aventures, etc. De même, Shanghai, bon, bah, ce que je raconte à Shanghai à propos d'un restaurateur juif qui épouse la patronne d'un restaurant chinois et qui passe
si j'ose dire, ce restaurant au kasher, hein, en intégrant les spécialités juives dans les spécialités chinoises. Là, on est dans la fiction. Mais quand même, en allant à Shanghai, j'ai pu repérer ces quartiers où, comme beaucoup d'entre vous le savent, 20 à 30 000 juifs ont trouvé refuge en 1938, 1939, 1940. Shanghai était la seule ville au monde qui accueillait les juifs sans visa. Et donc, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés là et ont survécu. Alors, à partir de là, bah, forcément, encore une fois, j'utilise un peu des choses que j'ai vécues ou que j'ai connues, puisque voilà que mon brave restaurateur juif se trouve projeté au milieu de la révolution culturelle et soumis à une sorte de rééducation politique à l'époque. Je n'en dirai pas plus, mais voilà. Donc, encore une fois, les décors ont permis de donner, enfin j'espère, un tonus et j'espère aussi une certaine authenticité à des faits fictifs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'ai voulu aller à Bruno Hamin. Il se fait que le personnage de ma fiction est né à Bruno Hamin comme un certain Adolf Hitler et forcément ce qui, même si ce n'est pas un roman sur l'Anschluss, c'est ce qui va déterminer la vie de Samuel Birnbaum, enfant qui va être chassé de sa ville natale. Et bon, c'est vrai que je suis allé à Bruno Hamin avec des pieds de plomb. Parce que, bon, il y a une connotation absolument sinistre, la ville natale d'Adolf Hitler. Et puis, bon, comme toujours, la réalité est différente. Bon, c'est une petite ville absolument charmante. Et par ailleurs, c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui, d'une certaine manière, comme mon personnage, ont été jusqu'à certains points des victimes. Et ce qui est important, c'est que beaucoup d'habitants à Bruno Hamin, tout en disant, et ça c'est vrai, ça c'est indiscutable, nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est fait ici, de ces événements dont Bruno Hamin a été en quelque sorte le point de départ, mais en même temps on n'y pas, on ne cherche pas à cacher ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est important. Voilà, effectivement, donc toutes ces rencontres, ces voyages, je crois, j'espère, ont permis de donner un rythme à un roman que j'ai voulu plutôt, là c'est les lecteurs qui diront, j'ai voulu plutôt faire un roman populaire, arriver à parler d'une manière plaisante, aussi plaisante que je suis capable de faire, avec autant d'humour que je peux en avoir, avec de la distance, d'une période qui a été souvent tragique. Mais je crois que l'humour non seulement permet de supporter, d'intégrer un certain nombre de choses, mais aussi de prendre une distance critique qui permet de voir les événements sous un angle différent, peut-être plus approfondi. Et là, de nouveau, ça c'est, je trouve, l'avantage de l'imaginaire, c'est que, en quelque sorte, on peut essayer à travers la fiction, de faire découvrir ce qu'on imagine se passer en coulisses. Justement, un de ces chapitres se déroule au Canada, où le personnage principal de Saul va rendre visite à sa tante. Et à cette occasion, cette dernière lui confie: en Pologne, j'étais une sale youpine, en Autriche, une sale polaque, en Suisse, une sale pauvresse, en France, une sale boche, but in Canada, I'm a real Canadian. Tu peux commenter cette phrase? Je pense que on sait quelques phrases. Cette femme résume peut-être, enfin c'est un grand mot de dire qu'elle résume l'histoire du peuple juif, mais c'est une façon de montrer à quel point à la fois les juifs ont été rejetés et en même temps ont continué courageusement à tenter de s'intégrer ailleurs. Et finalement, dans ce cas-ci, elle a trouvé un havre où elle a été acceptée, c'est-à-dire le Canada.
comment dire, bon, à travers, moi, il m'a semblé que cette phrase rendait compte, bon, nouveau jeu, bon, parce que je n'ai pas envie que les gens croient que je vais faire un roman sérieux. C'est pas un roman sérieux, mais en même temps, c'est un peu quand même le destin du peuple juif. Mais ma volonté là-dedans était de pouvoir évoquer des événements historiques, souvent dramatiques, mais dans une fiction qui puisse être présente. Et je ne cache pas, mais ça, je n'y pensais pas au moment où j'écrivais, mais c'est au moment où j'ai terminé, je me dis, de toute façon, pourquoi j'ai fait ce roman? Et c'est vrai que j'ai pensé à toi, j'ai pensé à Léa, j'ai pensé à Lucie, et alors, je n'ai pas voulu transmettre un message et un héritage lourd à porter. Je me dis, mais comment, sans que je n'ai nécessairement vécu les événements que je raconte, mais comment vous raconter, vous faire partager une expérience que beaucoup d'entre nous, les personnes plus âgées, ont connue sans moralisation, sans didactisme. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est vous qui me direz si j'ai réussi à le faire, mais c'était ça l'intention. Mais comme toutes les intentions, quand on écrit, on prend, en tout cas en ce qui me concerne, on prend conscience des intentions. Une fois qu'on a fait les choses et qu'on se dit, tiens, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait ça. Et de ce point de vue-là, évidemment, les interviews, celles que je fais avec toi ou celles que j'ai faites et que je vais faire la radio et la télévision, m'amènent moi-même à me poser des questions et peut-être d'une certaine manière à découvrir des choses. Moi, je reste toujours sensible à une chose. Là, je reviens évidemment au cinéma. Je me souviens de la tête d'Alfred Hitchcock quand François Truffaut et Claude Chabrol lui expliquaient ce qu'il y avait dans ses films. Hein, il expliquait l'arrière-plan métaphysique de ses films, etc. On voyait le brave Hitch ouvrir des grands yeux, et puis forcément il approuvait, puis ça vient ça. Donc en fait, ce qui est important, c'est finalement que les lecteurs, dans le cas de Hitchcock, les spectateurs, que les lecteurs puissent construire leur histoire à partir d'éléments que l'auteur met à leur disposition, s'ils en veulent. Un personnage que j'ai trouvé particulièrement intéressant et troublant dans ton livre, c'est celui de Robert de Trévignac, fils de collabo, qui devient proche du personnage de Saul. D'ailleurs, tu écris « Le monde de la collaboration interpellait Saul, et Robert éprouvait une attraction-répulsion envers les Juifs, contre lesquels son milieu l'avait si violemment dressé. » Donc on remarque dans ton livre qu'au final, tu t'attaches assez peu aux nazis, mais par contre, les collabos en prennent beaucoup pour leur grade. Ben, oui, tu as raison, encore quand même que passe au crible, ou du moins les personnages passent au crible le nazisme et les côtés épouvantables. Quand je dis les côtés épouvantables du nazisme, c'est comme s'il y avait d'autres côtés que des côtés épouvantables du nazisme. Passe au crible le nazisme. Mais c'est vrai que le monde de la collaboration, et en particulier en France, c'est quelque chose d'étonnant, de choquant et d'extrêmement fascinant. Parce que bon, aujourd'hui encore, la France accepte difficilement son histoire. Et bon, on sait très bien que, et à travers le personnage de Robert de Trévignac, ça apparaît, on sait très bien que, disons, la classe intellectuelle, l'université, l'édition, la presse en France ont adhéré au régime de Pétain et aux idées de Pétain. Et d'ailleurs, comme en Belgique, il y a des tas de gens qui se sont révélés résistants à Bruxelles le 5 septembre, le lendemain de la libération. Et je trouve que ça continue à marquer beaucoup la France aujourd'hui, y compris dans sa politique, y compris dans la mauvaise conscience, disons, même de gens de gauche, parce que bon, le côté ambigu du personnage de Mitterrand, par exemple, est bien connu. Et donc je trouvais ça
d'une certaine façon, ça m'a fasciné aussi, et c'est pourquoi j'ai donné un rôle important à ce type qui descendant d'une grande famille du Tarn, dont le père a été secrétaire d'État sous Vichy, et qui, au fond, a vécu, Robert en question, a vécu coupé la réalité de cette famille. Il y aurait tout des horreurs de l'occupation, et lorsque, après la guerre, les biens ont été saisis, les biens de cette famille ont été saisis, il a vécu ça, lui, comme une profonde injustice, donc comme un complot du lobby juif. Et petit à petit, dans sa relation avec Saul Birnbaum, producteur de film, et John Birnbaum, réalisateur du film, il a sa mauvaise conscience va pouvoir s'exprimer. Et voilà le mec d'ailleurs qui un jour va écrire un scénario, donc un scénario dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a des histoires, et notamment l'histoire d'un scénario où le Robert de Trémignac en question imagine qu'à la fin du XIXe siècle, en Pologne, un rabbin est pris d'épouvante lorsqu'il apprend l'existence du premier congrès sioniste à Bâle. Il dit, mais ils sont fous ces gens, ils veulent regrouper tous les juifs dans un seul endroit. Ce type qui est absolument marqué par les pogroms dit, mais chic, comme ça on va pouvoir les éliminer tous d'un seul coup. Et alors l'idée absolument folle qu'a ce rabbin, c'est au lieu d'être minoritaire, non majoritaire, pourquoi on ne convertirait pas le monde entier au judaïsme? Donc si tout le monde est juif, il n'y aura plus d'antisémitisme. Et puis bon, le rabbin Potovitch en question, il s'éveille de son rêve au moment où les derniers habitants de la ville dont il est rabbin disparaissent, entrent dans la chambre à gaz. Donc, je le disais au début de ton interview, ce qui m'a beaucoup plu dans le livre, c'est la diversité du récit. Donc, c'est ton roman, il y a non seulement un témoignage important de ce qui s'est passé pendant la guerre, car tu fais partie de la dernière génération de témoins directs qui peut raconter ce qui s'y est passé, mais c'est également une véritable encyclopédie du cinéma, ce qui est au final pas très surprenant pour ceux qui le connaissent, mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est qu'en fait c'est une véritable encyclopédie également de la cuisine juive. Hein, on y parle dumplings au Leber, Oboarzanki, Tschult ou encore le classique pastrami. Mais d'où est venue cette idée de faire de ton alter ego dans le livre, le personnage de Saul, un expert en cuisine juive? Je comprends que ça étonne mes proches, étant donné, non pas que je n'aime pas la cuisine, mais mon peu de fond pour en faire. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, je voulais qu'il soit clair qu'il s'agit d'une fiction. Et justement, c'était une manière de bien montrer une fiction, parce qu'un expert en cuisine, personne ne peut prétendre que le personnage de Saoul, c'est moi. Donc, c'est une certaine manière de prendre de la distance et de rendre, si j'ose dire, la fiction crédible. Ça, c'est un premier aspect. Je crois qu'un autre aspect, c'est de cette culture extraordinaire qui existait en Pologne il y a un siècle, plus d'un siècle maintenant, qui a disparu. Peut-être la dernière chose qui se transmet encore, qui a survécu, là, c'est justement la cuisine juive. Elle a survécu à la destruction de la culture, à la destruction des Juifs. Elle est toujours là, et c'est assez étonnant parce que partie évidemment de ces Städte polonais, finalement, elle a conquis le monde entier. Et à travers les migrations successives des Juifs, cette cuisine s'est répandue de l'Europe de l'Est vers l'Europe centrale, puis vers New York et puis vers les États-Unis. Donc il y a cet aspect-là aussi. Et bon,
Et à un moment donné, mon personnage se pose la question, mais au fond, pourquoi il est juif? Parce qu'il n'est pas religieux, il n'est pas sioniste, il n'a pas eu d'éducation religieuse, non, il ne suit pas les traditions. Et au fond, il se pose la question, et je crois que je connais beaucoup de copains qui se posent la même question, mais je me sens juif et en quoi je suis juif. Alors peut-être, Saoul se dit, est-ce que le fait d'aider de Wiltefisch, le fait d'être ému en entendant Sophie Tucker chanter Ma Yiddische Mame, le fait de rigoler à l'humour de Woody Allen, est-ce que ça suffit pour faire un juif? Et ça lui donne tout court à cette interrogation, comme si tu m'interrogeais davantage là-dessus, je couperais court aussi. C'est vraiment trop compliqué. Et ce qu'il y a de pire, je trouve, de plus ennuyeux au monde, c'est de commencer à parler de l'humour. Il n'y a rien de plus casse-pied. Donc pour terminer, tu as insisté tout à l'heure sur le ton décalé, et sur l'humour que tu emploies beaucoup dans ce roman. C'était important pour toi d'éviter de tomber dans le mélodrame? Oui, je crois, parce que... allez, je vais vous faire une comparaison absolument disproportionnée. Hein. Mais moi, enfin, quand j'étais nettement plus jeune, j'étais fasciné par... aucune comparaison là. Hein. J'étais fasciné par Bertolt Brecht et le théâtre de Bertolt Brecht, et ce qu'il disait sur la distanciation. La distanciation qui permet, en évitant de tomber dans l'émotion outre mesure, de prendre la mesure réelle des choses. Et alors, bon, dans un registre absolument différent, je crois que ce recul-là, à la fois permet peut-être de comprendre certaines choses parce qu'il y a une certaine distance. L'humour permet peut-être de combler les trous de la mémoire. Bon, il y a des choses qui ont disparu, des souvenirs qui ont disparu, et l'imagination et l'humour permettent en quelque sorte de combler les trous de l'histoire. Merci beaucoup.